Voici à quoi ressemble l'intérieur d'une batterie lithium-ion. Ce n'est pas vraiment de la haute technologie, juste 2 mètres de feuilles recouverts de pâte noire, le tout emballé dans ce petit cylindre de 45 grammes. Mais ce sont parmi les meilleures batteries que nous ayons. Elles alimentent tout, des ordinateurs portables et des véhicules électriques jusqu'aux satellites en orbite. Pourtant, lorsqu'une batterie tombe en panne, toute cette énergie peut être libérée de la mauvaise manière. Oh mon Dieu! Le dernier incident impliquant une batterie lithium-ion. Comment un objet si simple s'est-il retrouvé dans presque tous les appareils électroniques du monde? Et pourquoi n'avons-nous rien de mieux? Au début des années 1980, la plupart des batteries rechargeables offraient seulement 40 à 60 Wh par kilogramme, nécessitant 1 kg de batterie pour faire fonctionner une ampoule de 40 watts pendant 1 heure. Ainsi, lors du lancement du premier téléphone mobile commercial en 1983, il n'était pas impressionnant. Il fallait 10 heures de charge pour seulement 30 minutes de conversation. Ordinateurs portables, appareils photo et dispositifs médicaux avaient tous des batteries encombrantes. Des géants de l'électronique aux compagnies pétrolières, tout le monde cherchait à fabriquer une meilleure batterie, car ils savaient que même simplement doubler la densité énergétique pouvait ouvrir une nouvelle ère d'électronique portable et alimenter la révolution numérique. Mais ce que personne ne réalisait, c'est que quelqu'un avait déjà trouvé la solution. En 1972, un chimiste britannique de 32 ans nommé Stanley Whittingham étudiait la façon dont différents matériaux stockent l'énergie dans le laboratoire de recherche d'Exxon au New Jersey. Oui, c'est Exxon-là, le géant pétrolier multinational, alors la plus grande compagnie pétrolière du monde. Il faisait des recherches sur les batteries. L'année suivante, la guerre éclata entre l'Égypte, la Syrie et Israël. Lorsque les États-Unis soutinrent Israël, les producteurs de pétrole arabes coupèrent leur exportation de pétrole en guise de représailles. Le 22 décembre, le prix du pétrole brut plus que doubla, passant de 5,12 $ le baril à 11,65 $. En réponse, le président Nixon mit en place des politiques pour tenter de maintenir les prix du pétrole bas, mais l'effet fut inverse et la pénurie s'aggrava encore. Les Américains se retrouvèrent à faire la queue pendant des heures dans les stations-service, tandis que le gouvernement instaurait un programme de rationnement. La situation est devenue si grave qu'ils ont même abaissé la limite de vitesse nationale à 55 miles à l'heure juste pour réduire la consommation. Chez Exxon, les dirigeants, craignant l'épuisement des réserves, ont sérieusement envisagé des alternatives comme l'électricité. Ce n'était pas nouveau. En 1900, alors que les voitures devenaient populaires, le modèle le plus vendu était électrique, face aux voitures à vapeur et à essence. Le souci avec ces voitures électriques, c'était leur batterie. Elles pesaient 360 kg, soit 40% du poids de la voiture, mais ne permettaient de parcourir qu'environ 60 km. La densité énergétique était faible et diminuait avec le temps. Chaque fois que vous les rechargiez, cela empirait. Après moins de 500 recharges, l'autonomie serait d'environ 40 km. En 1924, les voitures à essence surpassaient les voitures électriques dans un rapport de 10 000 contre 1. Mais avec l'épuisement du pétrole, Exxon voyait comme seule option de relancer la voiture électrique. Ils avaient donc besoin d'une batterie à bien plus forte densité énergétique. Alors soudainement, le projet annexe de Whittingham est devenu une priorité absolue. Exxon a investi des ressources, lui donnant carte blanche pour, selon ses propres mots, faire à peu près ce que je voulais tant que cela n'impliquait pas le pétrole. La première batterie est née d'un incident en 1780, lorsque Luigi Galvani disséquait une grenouille pour étudier son anatomie. Il a accroché un côté de la grenouille à un crochet en laiton et s'est préparé à l'ouvrir avec un scalpel en acier. En touchant la jambe de la grenouille avec le scalpel, il a remarqué qu'elle tressaillait soudainement, comme revenue à la vie. Galvani pensait avoir découvert une sorte d'électricité animale, une force vivante produite par le tissu lui-même. Mais le rival de Galvani, Alessandro Volta, n'était pas d'accord. Il pensait que cela venait des métaux eux-mêmes. On le constate avec de nombreux matériaux. Grégor, producteur de Veritasium, a reproduit cette expérience sans la grenouille pour la tester. J'ai ici du zinc, du magnésium et du fer. Je peux prendre n'importe lequel de ces métaux, l'enfoncer d'un côté d'un citron et mettre du cuivre de l'autre côté. Si je les branche à un voltmètre, je devrais obtenir une tension. Nous avons obtenu environ 0,8 volts. Maintenant, la raison pour laquelle cela se produit, c'est que certains éléments veulent se débarrasser de leurs électrons plus que d'autres. Si vous associez un élément qui refuse ces électrons à un autre qui les veut vraiment, les électrons circuleront alors d'un côté à l'autre.
Regardons le zinc. Ce qui se passe ici, c'est que le zinc perd ses électrons. Les ions zinc pénètrent dans le liquide et les électrons traversent le circuit pour rejoindre l'autre côté. Là-bas, les ions hydrogène du jus de citron prennent ces électrons et deviennent du gaz hydrogène. Vous avez un côté qui cède des électrons, c'est l'anode, et un autre qui les reçoit, c'est la cathode. Mais pourquoi avez-vous besoin du citron, en fait? S'il n'y a pas de flux d'ions positifs vers l'autre côté, les électrons cessent de bouger presque immédiatement. Cela arrive car tous les électrons s'accumulent dans le cuivre, le chargeant fortement négativement, ce qui repousse tout nouvel électron tentant de passer. Les électrons ne traversent pas le jus de citron. Les liquides comme celui-ci n'ont pas d'électrons libres comme les métaux, donc les électrons restent dans le fil. Ils ne quitteront le circuit côté cuivre que si des ions hydrogène sont prêts à les accepter, et si la réaction libère assez d'énergie pour ce transfert. Les ions positifs du jus se déplacent pour équilibrer la charge et permettre au courant de circuler. Une solution qui transporte la charge en déplaçant des ions s'appelle un électrolyte. Nous pourrions aussi faire cela avec d'autres métaux pour obtenir une réaction similaire. Et nous pouvons en fait quantifier à quel point chacun de ces métaux veut ou ne veut pas d'électrons. Avec le zinc, nous avons déjà obtenu environ 0,9 volts. Mais si vous essayez avec du fer, par exemple, vous obtenez quelque chose de plus bas, 0,5 ou 0,6 volts. Maintenant, le magnésium est délicat et ce serait un peu plus élevé, mais il s'oxyde tellement vite que même si je gratte un peu d'oxyde à la surface, je n'obtiens toujours qu'environ 0,7 volts. Plus la tension affichée sur le voltmètre est élevée, plus chaque électron fournit d'énergie en traversant le circuit. Cependant, il y a une limite. Ce bécher contient le jus des citrons utilisés, relié par des cuillères et des fils à une alimentation variable. Observez ce qui arrive lorsque j'augmente la tension. Des bulles se forment sur les deux cuillères. L'eau du jus de citron est décomposée en oxygène et hydrogène gazeux. Cela commence déjà à se produire à 1,23 V et cela fixe une limite à la quantité de tension que vous pouvez faire passer à travers cet électrolyte. Jusqu'au début des années 1970, presque toutes les batteries commerciales utilisaient un électrolyte aqueux et ne pouvaient donc dépasser 1,23 V. L'énergie totale stockée par une batterie dépend de l'énergie fournie par chaque charge et de la quantité de charge mobile. C'est la tension de la batterie fois sa capacité. Si vous ne pouvez pas augmenter la tension, il faut fabriquer plus ou de plus grandes cellules de batterie. Mais cela n'augmentera pas la densité énergétique. C'était précisément le problème que Whittingham tentait de résoudre. Il cherchait des matériaux capables de stocker de grandes quantités d'énergie dans un espace compact et avec un poids léger. Cela l'a conduit à une classe de composés appelée dichalcogénures de métaux de transition. Il s'est concentré sur un en particulier, le disulfure de titane. Ici, le titane a perdu 4 électrons, 2 par atome de soufre, donc son état d'oxydation est plus 4. Il devient ainsi très avide d'électrons, ce qui est idéal pour une cathode de batterie. Mais le disulfure de titane a un deuxième avantage clé. Ce matériau se compose de couches empilées reliées par de faibles forces de Van der Waals. Cela forme des espaces naturels entre les feuillets de titane et de soufre, assez larges pour que certains ions s'insèrent. Un processus appelé intercalation. La structure peut aussi s'étendre et se contracter plusieurs fois sans se détériorer. Whittingham devait maintenant choisir quels ions utiliser. Il a d'abord pensé au potassium, mais il était trop réactif et dangereux à manipuler. Il s'est alors tourné vers ceci, un métal argenté et mou appelé lithium. Ce qui rend le lithium unique, ce n'est pas le fait qu'il ait un électron sur sa couche externe dont il veut se débarrasser, non, cela, il le partage avec les autres éléments de son groupe. Ce qui le distingue, c'est l'énergie que l'on peut obtenir du lithium lors de sa réaction dans une batterie. Voyez-vous, en perdant cet électron externe, il devient un ion positif très stable. Et donc, cette réaction, associée à la bonne cathode, libère plus d'énergie par électron que n'importe quel autre métal. C'est pourquoi il génère la tension la plus élevée parmi les métaux des batteries. Comme il est très petit avec 3 protons, le lithium est aussi le métal le moins dense. À 0,53 g par centimètre cube,
La faible densité et la capacité du lithium à céder un électron ont fait de lui le choix idéal pour la batterie à haute densité énergétique imaginée par Whittingham. Même si le lithium était plus simple à manipuler que le potassium, cela ne signifiait pas que c'était facile. Je veux dire, ils m'ont seulement laissé le tenir dans cette boîte à gants. Et en fait, voici ce qui arrive au lithium si on le met dans un verre d'eau. On peut dire sans risque qu'on ne veut surtout pas que ça arrive à l'intérieur d'une batterie. Donc, Whittingham a dû remplacer l'électrolyte à base d'eau par autre chose, et ce changement a permis d'atteindre des tensions plus élevées. Il s'est tourné vers une solution de sel de lithium dans un solvant organique, et cela a fonctionné. Mais cela comportait de sérieux risques. Le solvant était volatile, le sel de lithium était chimiquement instable. Ensemble, ils pouvaient exploser ou dégager des fumées toxiques en cas de mauvaise manipulation. Il fallait agir avec une grande prudence. Une étincelle ou un peu d'humidité pouvait ruiner l'expérience ou provoquer un incendie. Si vous pouviez éviter le danger, ce nouvel électrolyte offrait un grand avantage. Il laissait passer les ions lithium entre les électrodes sans décomposer le solvant ou la cellule, sauf à des tensions bien plus élevées. Whittingham avait libéré le potentiel du lithium, franchissant ainsi le plafond d'1,23 volts. Sa nouvelle formule chimique a permis d'obtenir un rendement presque 2 fois supérieur, soit 2,4 volts par cellule. Il disposait désormais d'un prototype fonctionnel, une anode en lithium métallique, une cathode en disulfure de titane et son nouvel électrolyte liquide entre les deux. Il y avait aussi un mince séparateur poreux qui maintenait les électrodes séparées pour qu'elles ne puissent pas se toucher et provoquer un court-circuit. Voici comment cela fonctionne. En fermant le circuit, les atomes de lithium à l'anode libèrent leurs électrons. Ces électrons voyagent à travers le circuit externe vers la cathode, générant un courant qui alimente tout ce qui est connecté. En même temps, les ions lithium sont libérés dans l'électrolyte, puis ils traversent le séparateur poreux et migrent vers la cathode. Les électrons du circuit sont captés par les atomes de titane du disulfure de titane. Les ions lithium positifs s'insèrent entre les couches pour équilibrer la charge négative des électrons et restent piégés. Et ce processus est réversible. Lorsque vous appliquez une tension pour recharger, les électrons supplémentaires sont arrachés du titane et ramenés vers l'anode. Les ions lithium sont expulsés des couches de disulfure de titane vers l'électrolyte et eux aussi migrent vers l'anode où le lithium métallique se reforme. Ce que Stanley Whittingham avait créé ici, c'était une batterie rechargeable qui fonctionnait de manière fiable cycle après cycle avec une incroyable constance. Je ne pense pas habituellement aux batteries de cette façon, mais en réalité, ce qu'elles sont vraiment, ce sont de toutes petites réactions chimiques contenues. Lors d'une réaction chimique, un rendement de 60% est déjà considéré comme bon. Mais dans une batterie, surtout une que vous voulez recharger 1000 fois, il faut que cette réaction soit, disons, efficace à 99,9%. Parce que si ce n'était pas le cas, la capacité de cette batterie se détériore rapidement. Avec un rendement de 95%, une part importante des ions lithium est perdue à chaque cycle. Après 50 cycles, il ne resterait que 8% de votre capacité d'origine. Donc c'est assez incroyable que chaque ion lithium doive quitter une électrode, traverser l'électrolyte et s'insérer parfaitement dans la structure cristalline en couche du disulfure de titane. Puis lorsque vous le rechargez, ils doivent repartir proprement, sans incident, sans se coincer, et retourner jusqu'à l'anode. Étonnamment, bien que ce ne soit qu'un prototype, la batterie de Whittingham a atteint presque 99%. À l'hiver 1973, les dirigeants d'Exxon ont convoqué Whittingham au siège à New York. Whittingham a dit plus tard « Je suis allé là-bas et je l'ai expliqué, 5 minutes, 10 minutes tout au plus. Et en moins d'une semaine, ils ont dit oui, ils voulaient investir dans cela. » Ils ont travaillé au laboratoire d'Exxon, mais il y a eu des problèmes. Les pompiers ont été appelés si souvent qu'ils ont menacé de facturer le laboratoire pour les produits chimiques spéciaux nécessaires à éteindre le lithium en feu. Le problème venait de l'anode. La conception de Whittingham utilisait du lithium pur, ce qui fonctionnait bien jusqu'à ce que cela échoue. Nous avons fabriqué une cellule spéciale, nous avons fabriqué une batterie de transformateurs, mais elles sont vraiment petites. Donc nous avons une lentille de microscope juste pour nous permettre de la voir. Ici, vous voyez un morceau de cuivre progressivement recouvert de lithium. Ceci est similaire à la première génération de batteries au lithium métal utilisant le lithium métal comme anode. Ici, nous avons un morceau de lithium.
Lorsque nous rechargeons la batterie, nous retirons le lithium de cette électrode et nous le déposons. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est la réaction idéale où c'est très lent, nous obtenons une plaque dense. Le défi devient alors que si nous allons trop vite, Oh, c'est énorme. tout va bien jusqu'à ce que, soudain, ça n'aille plus du tout. On souhaite que le lithium se répartisse partout, mais il s'accumule à un seul endroit. Et c'est ce qu'on appelle une dendrite de lithium. Cette dendrite de lithium peut grandir. Les dimensions de ceci sont de l'ordre du millimètre. Cela aurait pu provoquer un court-circuit dans la batterie. Cette dendrite peut continuer de croître et finir par traverser le séparateur pour atteindre l'autre côté. Maintenant, les électrons vont avoir un raccourci. Donc, au lieu de passer par le circuit, ils vont directement de l'anode à la cathode en utilisant la dendrite. Cette montée soudaine d'électrons chauffe intensément, pouvant déclencher une réaction en chaîne dans la batterie, menant à un incendie ou une explosion. Malgré ces promesses, la batterie de Whittingham restait trop dangereuse. La crise pétrolière a pris fin, les prix ont chuté et l'urgence d'Exxon s'est évaporée. La société a mis fin à son programme de batterie au lithium. Whittingham a publié sa conception en 1976 et Exxon a licencié le brevet à certains fabricants. Faute de financement et d'élan, la première révolution des batteries au lithium est morte avant de décoller. Une copie de l'article de Whittingham a été envoyée à l'université d'Oxford, en Angleterre, où elle a attiré l'attention de John B. Goodenough, physicien américain à la tête d'un groupe de chimie des solides. En lisant l'article, un détail l'a marqué. La tension de la cellule était limitée. Le matériau que Whittingham a choisi pour la cathode, le disulfure de titane, limitait la cellule à seulement 2,4 volts. Mais Goodenough pensait qu'avec un meilleur matériau pour la cathode, il pourrait faire mieux. Il avait déjà travaillé avec des composés appelés oxydes de métaux de transition. Plus stables que les sulfures, certains étaient très avides d'électrons, idéal pour une cathode. Il a essayé l'un de ces composés dans sa batterie et la tension est immédiatement passée de 2,4 volts à 4 volts. C'était une avancée incroyable. Encore plus surprenant, ce composé contenait déjà du lithium. Le matériau était de l'oxyde de cobalt et de lithium. L'oxyde de cobalt et de lithium est structuré de façon à ce que les atomes de cobalt et d'oxygène forment des couches étroitement liées, avec des ions lithium nichés entre elles. Cela signifie que votre réserve d'ions lithium ne doit pas seulement provenir du dangereux lithium métallique du côté de l'anode, elle est déjà présente, intégrée dans la cathode. Théoriquement, le lithium métallique n'est même pas nécessaire. Vous pourriez assembler la cellule déchargée avec tout le lithium dans la cathode. Ensuite, lorsque vous la connectez à un chargeur, ces ions seront expulsés du réseau cristallin de la cathode vers l'électrolyte. Simultanément, les atomes de cobalt voisins cèdent un électron pour équilibrer la charge. Ces électrons circulent ensuite par le fil jusqu'à l'anode rejoindre les ions. Si John Goodenough trouvait une anode remplaçant le lithium métallique, la batterie serait assez sûre pour sortir du laboratoire et alimenter des appareils réels. John Goodenough, passionné par son invention, a contacté des entreprises de batteries aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. Mais incroyablement, personne n'était intéressé. Alors il a demandé à l'université d'Oxford de déposer un brevet, mais ils ont refusé. Il l'a apporté à un laboratoire gouvernemental près d'Oxford, l'établissement de recherche sur l'énergie atomique. Et finalement, ils ont accepté de financer le brevet, mais seulement si John Goodenough renonçait à ses droits financiers. Ne voyant pas d'autre option, il a accepté, et le laboratoire a breveté l'invention en 1981. Cela aurait pu être une mine d'or, mais le laboratoire n'a pas compris ce qu'il possédait. Ainsi, pour la seconde fois, la révolution de la batterie au lithium fut écartée et oubliée. Ce moment aurait pu révolutionner la science des batteries, mais la bureaucratie a ralenti les avancées. Alors que la batterie de Goodenough restait inutilisée au Japon, Akira Yoshino, chimiste de 34 ans, cherchait une anode plus sûre sans lithium métallique. Yoshino s'intéressait en fait au plastique. Normalement, le plastique est un isolant, mais le type de plastique qu'examinait Yoshino était différent. Le polyacétylène possède une chaîne de carbone alternant liaisons simples et doubles, ce qui lui donne des propriétés électroniques inhabituelles. En modifiant le polyacétylène par ajout ou retrait d'électrons, ces derniers peuvent circuler le long de la chaîne de carbone. Ainsi, le plastique conduit l'électricité comme un métal.
Yoshino s'est alors demandé si le polyacétylène pouvait servir d'anode de batterie. Lors de la charge, il absorberait des ions lithium et des électrons, puis les céderait au circuit lors de la décharge, comme le lithium métallique. Si cela fonctionnait, cela pourrait éliminer la partie la plus dangereuse de la batterie, le lithium métallique. Pendant des mois, Yoshino a eu du mal. Ayant retiré le lithium métallique de l'anode, il devait trouver une autre source d'ion lithium. Il ne trouvait pas la solution. Mais alors qu'il perdait espoir, le dernier jour ouvrable de 1982 en rangeant son bureau, il tombe sur un article de 1980 de John B. Goodenough. Il y était question d'une cathode faite d'oxyde de cobalt et de lithium, une cathode qui contenait déjà du lithium. C'était la pièce manquante. Il a décrit la réaction entre l'oxyde de cobalt et de lithium et son anode sans lithium, puis construit une cellule test avec ces matériaux. Ça a fonctionné, de manière sûre et fiable. Mais Yoshino n'était pas satisfait. Le matériau qu'il utilisait pour l'anode, le polyacétylène, avait une densité extrêmement faible. Je veux dire, il ne pouvait pas stocker assez de lithium. La densité énergétique de la batterie était mauvaise. Yoshino avait besoin de quelque chose de plus léger, compact, conducteur, et surtout de quelque chose qui pouvait accepter et libérer de façon réversible des ions lithium dans sa structure sans se dégrader. Il a testé matériau après matériau, et chacun a échoué, jusqu'à ce qu'une percée vienne de sa propre entreprise. Une équipe avait conçu un nouveau carbone à structure cristalline unique. Ils l'ont appelé fibre de carbone en phase vapeur. Il a obtenu un échantillon, l'a testé en laboratoire, et ça a fonctionné. Pour le prouver, il a mis une cellule d'essai au lithium dans un dispositif de sécurité conçu pour tester des explosifs. Il a ensuite laissé tomber une lourde barre de fer dessus. Elle a explosé violemment. Il a ensuite refait le test avec sa nouvelle conception, utilisant le carbone comme anode. Il a chargé la cellule, l'a placée dans l'appareil et a laissé tomber la barre. Mais rien ne s'est passé. Le contraste était indéniable. Plus tard, Yoshino dirait que c'est à ce moment-là que la batterie lithium-ion était née. Mais son employeur, Asahi Chemical, n'était pas une entreprise de batterie et ne savait pas en fabriquer. Ainsi, en 1986, le dirigeant d'Asahi, Isao Kuribayashi, s'envola pour Boston pour une mission top secrète, transportant 3 bocaux contenant des matériaux de cathode, d'anode et d'électrolyte. Il les a confiés à Battery Engineering, une petite entreprise installée dans un ancien garage, en leur demandant de transformer ces matériaux en cellules cylindriques, comme celles d'une lampe de poche. L'équipe a fait exactement cela, totalement inconsciente de ce qu'elle manipulait. Les employés n'ont découvert qu'en 2020 qu'ils avaient aidé à assembler les premières batteries lithium-ion de pré-production au monde. 2 semaines après, Kuribayashi s'est rentré au Japon avec 200 cellules terminées et opérationnelles. Même à ce moment-là, la direction d'Asahi est restée hésitante. Kuribayashi a refusé d'abandonner. Le 21 janvier 1987, il a visité Sony et a fait rouler un prototype de cellule sur la table devant les dirigeants. Et enfin, ils ont vu son potentiel. Ils ont modifié le design, remplaçant le carbone de Yoshino par du graphite, meilleur pour intercaler les ions lithium. En 1991, Sony a lancé la première batterie lithium-ion commerciale dans le Sony Handycam. Leur batterie était compacte, rechargeable, puissante, et surtout, exempte de lithium métallique instable. C'est Sony qui a inventé le nom lithium-ion en premier. Et ce nom est resté. Ce n'était pas qu'un caméscope. Des concurrents comme Panasonic et Sanyo se sont dépêchés de rattraper leur retard. Les batteries lithium-ion sont apparues dans les téléphones, lecteurs, CD et ordinateurs portables. Les fabricants vendent désormais l'utilisation des batteries lithium-ion comme principal argument de vente. Là, je trahis mon âge. J'ai rejoint l'industrie lors de l'arrivée des cellules lithium-ion avec le lancement d'un caméscope Sony suivi d'un ordinateur Dell. Je me rappelle encore les pubs. Dell a sorti sa batterie lithium-ion. Ils avaient 8 heures d'autonomie et ont fait une publicité de 8 pages dans un magazine, chaque page représentant 1 heure. C'était un événement important. Mais ce qui est fou, c'est que même après tout ça, ces batteries n'auraient jamais dû fonctionner. Lors de la première recharge, les ions lithium passent de la cathode à l'anode en graphite. Et là, ils réagissent avec l'électrolyte pour former un étrange patchwork complexe de composés qui s'accumulent à la surface de l'anode. Ces réactions secondaires devraient se poursuivre sans fin, consommant tout le lithium et détruisant la cellule. Or, ce n'est pas le cas.
Au lieu de cela, ils forment une fine couche protectrice appelée interface électrolyte solide, ou SEI. C'est un bouclier chimique protégeant l'anode en graphite et l'électrolyte d'autres réactions. Mais, point essentiel, les ions lithium peuvent encore la traverser. Lorsque la SEI se forme initialement pendant le premier cycle de charge, environ 5% du lithium contenu dans la cellule se retrouve piégé dans cette couche, ce qui réduit la capacité de la batterie. Ce compromis rend la batterie assez stable pour durer des années, voire des décennies, expliquant la présence généralisée des batteries lithium-ion aujourd'hui. Entre 1991 et 2023, le prix du kilowattheure a baissé de 99%, passant de près de 9 000 $ à seulement 100 $. Parallèlement, la densité énergétique et la durée de vie en cycle des batteries se sont nettement améliorées, atteignant un seuil critique. Les batteries lithium-ion étaient devenues suffisamment puissantes et enfin assez bon marché pour quelque chose de plus grand, le retour de la voiture électrique. Aujourd'hui, le lithium-ion alimente une industrie de 100 milliards $. En 2019, Whittingham, Goodenough et Yoshino ont enfin reçu le prix Nobel de chimie pour une invention qui, selon les mots du comité, a révolutionné notre mode de vie. Cela a fait de Goodenough le lauréat du prix Nobel le plus âgé de l'histoire, recevant la récompense à l'âge de 97 ans. Mais le lithium-ion n'est pas parfait. À bord d'un avion JetBlue, un incendie s'est déclaré quand le sac à dos d'un passager a explosé. Chaque semaine, à l'intérieur d'un avion, il y a au moins un incident où la batterie d'un téléphone, d'un iPad, d'un jouet ou de quelque chose prend feu. Quoi? Chaque semaine? Oui, chaque semaine. C'est le dernier incident à bord d'un avion avec une batterie au lithium-ion. 60 incidents de batterie à bord ont été signalés cette année jusqu'au début octobre. Chaque vol aux États-Unis dispose d'un sac spécialisé très épais, en matériaux ininflammables, dans lequel vous placez votre téléphone avant de le fermer. Et il y a toujours un danger et il faut gérer ces gaz. Mais maintenant, vous avez éloigné le point d'ignition de tout le reste et si cela se transforme en feu d'artifice, au moins ce sera dans un conteneur. Puis vous informez le capitaine qu'il doit atterrir tout de suite. Que se passe-t-il vraiment quand une batterie tombe en panne ainsi? Ceci est une batterie lithium-ion classique, et aujourd'hui nous allons enfin en démonter une comme je l'ai toujours voulu. Je dirais qu'il vaut mieux éviter de faire ça chez soi, mais que se passerait-il si c'était fait hors de la boîte à gants? Si vous rechargez la cellule et que vous essayez ensuite de la démonter, vous pourriez accidentellement la court-circuiter, ce qui pourrait provoquer un incendie, voire une explosion. Après, si vous la déchargez et que vous l'ouvrez, vous allez libérer tous les différents gaz et des produits chimiques vraiment toxiques. Et si vous les inhalez, vous finirez probablement à l'hôpital. À ce stade, nous avons ce qu'on appelle le jelly roll. Il y a un rouleau de cathode séparant l'anode, le tout maintenu par du ruban adhésif. Donc, l'Irène va simplement découper le ruban adhésif avec un scalpel, puis nous devrions pouvoir le dérouler en une belle feuille. Donc ces petites taches sont l'électrolyte? Oui, donc avec le temps, il commencera à s'évaporer. C'est trop cool. C'est tellement évident quand on le voit, mais je ne pense pas que quelqu'un imagine intuitivement qu'il y a une feuille d'anode et de cathode enroulée à l'intérieur. Mais ces couches internes de la batterie ne resteront pas parfaites indéfiniment. Voici une électrode d'une cellule neuve comparée à celle d'une ancienne. Le lithium s'accumule au mauvais endroit. Et si ce genre de dégradation devient incontrôlable, eh bien nous allons pousser une cellule au-delà de son point de rupture. Comment fait-on exploser une batterie? Aujourd'hui, nous avons une batterie prismatique. C'est une petite batterie d'un outil électrique, téléphone ou similaire. Nous allons l'enrouler avec du fil de nichrome. Nous faisons donc passer un courant dans ce fil, quelque chose comme 200 watts. Oui, c'est une batterie importante. Nous voulons qu'elle se déclenche et nous voulons que ce soit assez spectaculaire. Ce que nous simulons ici, c'est une défaillance catastrophique de la batterie, du genre qui pourrait arriver si une cellule est endommagée ou surchauffée, ou même simplement mal fabriquée. Cela commence vers 80 degrés Celsius, lorsque la couche protectrice SEI sur l'anode commence à se dégrader. Elle va tenter de se reformer, mais ces réactions libéreront plus de chaleur et si elle ne s'échappe pas, la température continuera d'augmenter. Est-ce sur le point d'exploser selon toi?
Elle devrait exploser très bientôt. Vers 130 degrés Celsius, le séparateur en polymère fond, permettant le contact direct entre l'anode et la cathode, provoquant un court-circuit interne majeur. La cathode commence aussi à se décomposer et les oxydes de métaux de transition libèrent de l'oxygène, alimentant la combustion et rendant le feu auto-alimenté. Oui, Oh mon Dieu! C'est vraiment violent. Incroyable. Une si petite batterie. Et elle n'est chargée qu'à 50%. Ce que nous appelons l'allumage se produit à l'intérieur de la batterie, pas à l'extérieur de la batterie. Et cela nécessite un carburant ou une substance qui subira une réaction. Il faut un oxydant ou équivalent et de la chaleur. La batterie contient ces trois éléments à l'intérieur. Elle a son propre oxydant, son combustible et sa source de chaleur. Tout cela dans un seul appareil. Donc ce n'est pas vraiment le lithium qui brûle. Une batterie lithium-ion moderne, comme celle-ci, contient très peu de lithium, ironiquement. En fait, c'est tout le reste à l'intérieur qui est dangereux. Éteindre un feu de batterie doit être très difficile si elle a tout ce qu'il lui faut. Oui, c'est ça. Tu peux couvrir pour bloquer l'oxygène, mais le feu ne s'éteindra pas totalement. Il sera plus petit, mais toujours là. L'eau permet d'évacuer la chaleur. Il est donc possible d'évacuer la chaleur de la batterie avec de l'eau, mais le mieux est de plonger une batterie immergée dans un bain d'eau. Ouais. C'est brutal. Tu peux le faire avec une batterie, avec 10 batteries, avec 15 batteries, mais quand tu as de très gros blocs de batteries, avec des milliers de batteries, tu ne peux pas physiquement mettre ça sous l'eau. Une menace récente pour les villes est l'augmentation des incendies de voitures électriques. Eh bien, on sait que beaucoup d'eau, ça marche. Ouais, eh bien, s'il y a une source d'eau à proximité, j'imagine, ouais. Ouais. Je veux dire, c'est ce qu'ils font dans certains pays à travers le monde. Ils ont un camion spécialisé rempli d'eau, et vous y déposez simplement la voiture qui a été impliquée dans un incendie électrique, et ils la plongent dedans. Sérieusement? Oui, ils le font. Et en fait, ça marche. C'est vraiment dangereux à quel point? C'est très rare. Sur 1 million de batteries, il y a un incendie, n'est-ce pas? Donc c'est très sûr. Selon les normes d'ingénierie, c'est comme dire « Oh, vous avez un bon système. 1 sur 1 million, c'est acceptable. » Mais les batteries sont partout. On n'y pense même pas. Donc, au cours de notre vie, nous allons atteindre un point où nous aurons été exposés à plus d'1 million de batteries. Nous serions tous confrontés à un incendie dû à une batterie. Avec des milliards de batteries en circulation, même les pannes rares deviennent inévitables. Pendant ce temps, la demande s'envole. D'ici 2030, on estime qu'il faudra plus de 17 millions de tonnes de matériaux pour batteries. Fabriquer des batteries lithium-ion a un coût. Le lithium ne représente qu'environ 20 parties par million de la croûte terrestre. Son extraction coûte cher et demande beaucoup d'eau. 70% du cobalt essentiel aux batteries lithium-ion provient de la République démocratique du Congo, souvent extrait dans des conditions dangereuses et abusives. Nous avons besoin de plus de batteries et nous en avons besoin rapidement. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur le lithium. Donc ce n'est pas comme si le lithium était le meilleur que nous puissions avoir. Alors nous aurons des batteries bien meilleures à l'avenir. Si notre priorité est de sauver la planète du changement climatique incontrôlé, nous devons avoir des systèmes de stockage d'énergie à grande échelle et électrifier presque tout ce que nous faisons. La recherche vise des batteries plus sûres, moins coûteuses, durables, à recharge rapide et à grande capacité. La batterie lithium-ion a révolutionné le monde, mais l'avenir du stockage d'énergie reposera sur la maîtrise de plusieurs éléments, pas d'un seul.